Politique. Notre invitée aujourd'hui, Caroline Fiat, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise, vous êtes députée de Meurthe-et-Moselle. Dites-moi, tout d'abord, on va beaucoup parler évidemment vaccination, EHPAD, confinement ou non, couvre-feu et de la situation sanitaire. Est-ce que vous avez suivi, j'imagine, les annonces de Jean Castex hier soir et vous en avez pensé quoi? Écoutez, je pense comme beaucoup de Français, j'attendais des annonces. Il n'y en a pas eu, si ce n'est Mayotte qui était confinée. Donc c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire où maintenant il se déplace même quand il n'y a plus d'annonces. La semaine dernière, où on l'attendait avec des annonces, il ne s'était pas déplacé. Donc c'est devenu un petit jeu où il vient pas. Il nous annonce des annonces, il n'en fait pas. Là, on ne serait pas en pleine crise pandémique, ça pourrait être drôle. Mais là, on est en pleine crise pandémique. Les Français sont fatigués, tout le monde est fatigué. Les gens ont peur, et ce qui est bien normal. On est en pleine crise sanitaire, il y a une pandémie. Dans la région Grand Est, on est fortement touché, donc c'est normal que les gens aient peur. Ils espèrent avoir une réponse du gouvernement, une réponse de l'État, des annonces à leur attente. Et résultat, il n'y a rien. Donc j'étais vraiment désespérée de voir cette situation. Alors la situation nécessite, selon vous, un nouveau confinement? Parce que les Français y étaient presque prêts, à 50%. Alors les Français y étaient presque prêts. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'aurait pas besoin de faire des confinements, reconfinements, si on prévoyait. Prévoir, prévenir, planifier. C'est ce qu'avec mon groupe parlementaire La France Insoumise, nous n'arrêtons pas de demander depuis le mois de mai. Nous avons fait plusieurs propositions que nous avons données au gouvernement. Nous n'arrêtons pas de crier ces vérités, parce que maintenant il faut hurler pour se faire entendre, pour leur dire mais il y a des choses à faire. Ouvrir des lits de réanimation, systématiquement c'est ce que nous demandons. La réponse du ministre de la Santé à chaque fois c'est nous dire nous n'avons pas le personnel. Nous avons le personnel soignant dans notre pays. À titre d'exemple, nous avons 180 000 infirmiers diplômés d'État en France qui ont changé de profession. Mais ils ont toujours ce diplôme. Qu'attend le gouvernement pour aller rencontrer ces infirmiers diplômés d'État pour leur dire « Vous avez changé de profession, pourquoi? À quelles conditions reviendrez-vous travailler dans notre hôpital? La France a besoin de vous. À quelles conditions voulez-vous bien revenir nous aider ?» 40 000 soignants travaillent hors frontières. À l'extérieur. Chez nous, on est beaucoup touchés. Les gens vont travailler au Luxembourg. À quelles conditions ils reviennent travailler chez nous? Et dans ces 40 000 soignants, beaucoup de médecins. Donc, on a moyen. Si on s'en donne les moyens, on peut ouvrir des lits de réanimation. Évidemment, s'ils partent à l'étranger, c'est parce que si on parle du Luxembourg, c'est parce qu'ils gagnent 20 à 30% plus cher, de plus. Donc c'est ça qu'il faut mettre sur la table, c'est de l'argent qu'il faut mettre. Ah, mais il n'y a pas que... Il y a le salaire, les conditions de travail, les ratios soignants-patients ou soignants-résidents, le matériel, vous n'êtes pas à compter vos compresses et tout ça. Quand vous avez des conditions de travail dignes, quand vous avez un salaire digne, ça vous donne envie de continuer. Bizarrement, il n'y a pas de fuite de soignants chez nos voisins. Et la moyenne, la durée, entre guillemets, de vie d'un infirmier en France, maintenant, c'est 6 à 7 ans avant qu'il ne change de profession. C'est pas normal. Alors, vous savez de quoi vous parlez parce que vous êtes aide-soignante, je le rappelle, et vous avez repris justement du service au CHRU durant la pandémie et encore très récemment. Oui, j'ai terminé la semaine dernière, oui. C'était important pour vous, par exemple, d'apporter votre aide? C'était une volonté de votre part ou c'est tout simplement le CHRU qui était en manque de personnel et qui vous a tout simplement demandé de venir filer un coup de main, quoi? Au mois de mars, c'était vraiment une volonté. On était confinés, je le rappelle, donc je tournais chez moi tel un lion en cage et j'entendais les témoignages des soignants qui disaient on est fatigué, on a besoin d'aide. La réserve sanitaire ne fonctionnait pas, je le rappelle, et on n'arrivait pas à être appelé. Donc l'avantage d'être député, c'est qu'on avait régulièrement des visioconférences avec le directeur du CHRU et l'ARS. Et j'arrêtais pas de leur dire, mais il y a des soignants qui veulent aller aider. Moi, je suis disponible. Et du coup, le directeur du CHRU avait sauté sur cette occasion et m'avait proposé d'aller aider. Je ne peux pas être celle qui, dans l'hémicycle, hurle que les soignants sont fatigués, qui manquent de mains et qu'il faut aller les aider et savoir que j'ai un diplôme d'aide-soignante dans la poche et de ne pas y aller. Et novembre et janvier, vu que je suis toujours dans les listings, la direction des soins m'appelle pour savoir si je suis disponible. Dans quel service vous étiez? Mars, j'étais en réanimation Covid, mais il n'y avait que des Covid à Centrale. Et novembre et janvier, j'étais à la fameuse réanimation Picard. Je dis fameuse parce que c'est l'équipe, aime bien que je les cite, la Réapic, à Brabois. Votre renfort a permis, par exemple, la réouverture de certains lits?
Alors, pas juste uniquement Caroline Fiat, hein, je vous rassure, c'est pas juste ma présence qui rouvre des lits, mais la présence des étudiants. IBOD, donc infirmiers en bloc opératoire. Il y a d'infirmiers anesthésistes qui, pendant 3 mois, ont arrêté leur formation, novembre, décembre, janvier, pour aller retravailler en réanimation, ont permis ces ouvertures de lits. Les étudiants aides-soignants, les étudiants infirmiers qui, pareil, stoppent leur formation pour aller en renfort, permettent ces ouvertures de lits, oui. Vous qualifiez la situation de quelle manière? Parce que vous les croisez, ces soignants, justement, vous les avez croisés il y a encore quelques jours. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Ils sont fatigués, vous le dites? Ils sont fatigués, fatalistes. C'est un retour à la normale, bien anormal. Ils n'ont pas les moyens. On leur a promis un Ségur de la santé qui allait tout changer. Ils ne voient pas les lits s'ouvrir, ils ne voient pas l'afflux de candidatures arriver et les ouvertures de postes qui vont avec. Et ils se rendent bien compte que, comme avant, ils se retrouvent seuls. Moi, ce que je trouve un petit peu navrant, et c'est ce que je craignais au mois de mars quand je voyais tout le monde applaudir et qu'on me disait pourquoi vous voyez ça d'un mauvais œil. J'avais peur que ça s'arrête un jour et ça s'est arrêté et on est redevenu à un peu une condition normale que je trouve anormale où c'est redevenu normal que les familles puissent appeler et soient mécontentes du service. Voilà, les soignants sont vraiment épuisés. Donc s'il y a un message que je peux passer aux familles qui ont des gens à l'hôpital, je sais que vous êtes stressés, je sais que c'est difficile, mais les soignants qui s'occupent de vos proches prennent du temps pour s'occuper de vos proches alors qu'ils sont très fatigués. Alors plutôt que de les disputer, un petit message d'encouragement, c'est mieux. D'ailleurs, vous parliez des soignants qu'on applaudissait au mois de mars tous les soirs à 20h. Pourquoi, selon vous, ça s'est arrêté? On les a oubliés, on ne les aime plus? Parce que la pandémie, elle est toujours là, elle n'est pas terminée. Au mois de mars, ça nous est tombé dessus, tout le monde a eu peur, personne ne savait comment gérer la situation et tout le monde a été confiné, enfermé chez lui et protégé un peu dans sa bulle chez soi. Et donc, du coup, vous voyez les employés libre-service, les éboueurs, les soignants sortir, donc prendre le danger, le risque d'aller dehors et de croiser ce virus. Et donc, pour ces gens, c'était quelque chose d'héroïque. Maintenant, tout le monde sort. Tout le monde prend le risque d'aller dehors. Donc, il n'y a plus cette image de dire ils sortent de chez eux prendre le risque. Donc, c'est pour ça que ça s'est arrêté, je pense. Vous avez peur, vous redoutez les jours à venir ou les semaines à venir, vous? Oui, je redoute parce que les gens font attention, mais on ne peut pas compter que sur les citoyens. On ne peut pas tout le temps dire attention, faites attention, ce sera de votre faute. On ne peut pas toujours infantiliser les citoyens. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ouvre un petit peu les portes, que le bout du tunnel s'éclaircisse un petit peu et qu'on puisse apporter des bonnes nouvelles. Vous savez, moi, quand j'entends le gouvernement qui n'arrête pas de se targuer de dire on est le seul pays à ne pas avoir reconfiné, je suis désolée. Moi, cette semaine, j'ai tout fait à domicile. De 8h à 20h, je suis en visioconférence. Une fois que j'ai éteint mon ordinateur, mais je suis en couvre-feu. Je ne peux pas sortir. Si j'ai un peu de temps dans le week-end, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de musée, il n'y a rien. Si je ne suis pas confinée, qu'on m'explique ce que je fais. Les gens qui télétravaillent toute la journée, qui à 18h subissent le couvre-feu et qui le week-end ne peuvent pas s'aérer dans un musée, sortir un petit peu ou s'évader, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Sauf que le couvre-feu décrété à 18h a peut-être permis quand même de réduire et de freiner la circulation du virus. Alors là, il y a une étude qui est tombée sur Toulouse qui a prouvé totalement le contraire, vu que depuis le couvre-feu, les chiffres ont augmenté vraiment d'une manière impressionnante. Je ne suis vraiment pas sûre qu'il y ait eu un effet. Et ce sont les paroles du ministre de la Santé lui-même qui a dit que la hausse était moins rapide. En tout cas, il n'y a pas eu de baisse et c'est bien ce qu'on souhaite. Oui, mais s'il n'y avait pas eu de couvre-feu, la hausse aurait été beaucoup plus spectaculaire, peut-être, sans doute. Ou pas. Ou pas, oui. Vous disiez donc, vous dénoncez justement ce pilotage de la situation avec uniquement des lits de réanimation, parce que c'est ça que vous dites. Comment vous jugez sinon cette gestion de la crise? On a perdu du temps par rapport à l'épidémie. Selon vous, il y a eu des erreurs de fait, il y a de l'impréparation. Comment vous qualifiez justement cette gestion de crise?
Cette semaine, le secrétaire d'État Lemoine est passé sur un média et a dit vous pouvez quand même entendre que le virus ne toque pas à la porte du gouvernement pour nous dire je vais attaquer tel jour à telle heure. Ah oui, alors ça, on est tous au courant. Merci, monsieur le secrétaire d'État Lemoine, de nous avertir que le virus ne vous prévient pas. C'est bien le problème du gouvernement Macron. C'est qu'ils attendent que le virus agisse, pour se dire « Ah, zut, ça y est, il a tapé, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, vous pouvez pas dire ça, parce qu'il y a eu des couvre-feux, il y a eu du confinement, il y a eu du reconfinement. Mais toujours après, une fois que les chiffres sont élevés, le but du jeu, c'est bien de maîtriser les chiffres. Le but du jeu, c'est bien de protéger les gens. Moi, quand je vois que nos écoles, l'OMS demande à ce qu'il y ait des protocoles sanitaires, à ce que les élèves soient espacés de 2 mètres, qu'ils puissent se laver les mains régulièrement, qu'on puisse les protéger, parce que les enfants sont vecteurs. Juste ça. Quand je vois que moi, actuellement, le plus de temps que je passe sur la circonscription, c'est avec les parents d'élèves, parce qu'on va me fermer des classes pour m'augmenter le nombre d'élèves par classe. Alors que la logique voudrait qu'on me diminue le nombre d'élèves par classe pour, justement, privilégier ce protocole sanitaire. Donc, un enfant qui attrape la Covid va pas être forcément très malade, finir en réanimation, c'est toujours l'exemple qu'on me dit, mais va rentrer à la maison, va peut-être donner le virus à papa ou maman, ou à papy, mamie, et voilà comment ça augmente. Vous parliez des fermetures de classes. C'est simple. Si on ferme des classes, par exemple en Meurthe-et-Moselle, c'est parce qu'il y a moins d'enfants à scolariser. Quand même, la réalité, c'est celle-là. Donc, si on en ferme une vingtaine sur le département de Meurthe-et-Moselle, on va aussi en ouvrir. Alors moi, l'exemple qu'on prend tout le temps, c'est qu'on a moins 3000 élèves dans le département et que on ne ferme qu'il y a tant de postes en moins. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que moins 3000 élèves sur un département où il y a 3000 écoles, ça me fait un élève en moins par école. Est-ce qu'un élève en moins par école, ça justifie une fermeture? Je ne suis pas sûre. Je dis seulement que même s'il y a quelques ouvertures, moi sur ma circonscription, 11 ouvertures, 20 fermetures. Ça me fait moins 9. Dans une période pandémique, fermer des classes alors que l'OMS demande de mettre moins d'élèves par classe, on marche sur la tête. Il faut fermer les écoles, par exemple. Par exemple, certains parents s'attendaient à ce que les vacances de février soient avancées. Il fallait le faire. Peut-être. Là, c'est le professeur Delfrécy qui avait expliqué avec les chiffres et le fameux variant anglais qui arrivait que c'était une des très bonnes solutions, mais je n'ai pas pu m'entretenir avec le professeur Delfrécy pour avoir plus d'explications. J'ai envie de faire confiance au professeur Delfrécy. Moi, quand j'entends qu'ils veulent laisser les enfants à l'école le plus possible pour qu'il y ait le moins de déperdition possible du savoir, je suis d'accord. Mais honnêtement, et alors on va me dire qu'ils n'ont pas de chance, hein, c'est le gouvernement qui n'aura pas eu de chance pendant ce mandat. Mais enfin, la zone scolaire qui sera en vacances les derniers, c'est le Grand Est, où on est le plus touché, où on a le plus de problématiques. Nous, il faut encore attendre 2 semaines avant d'être en vacances. Donc il fallait adapter les dates de vacances scolaires, par exemple, pour le Grand Est, ou même sans adapter, si, depuis septembre, comme l'avait promis le ministre Blanquer, les protocoles sanitaires étaient mis en place dans les écoles pour protéger nos enfants, on n'aurait pas besoin de tout ça. Alors évidemment, l'enjeu pour sortir de cette pandémie, c'est la vaccination. 4 millions de personnes vaccinées d'ici fin février, c'est ce qu'annonce le gouvernement. Ça vous paraît plausible ? On en est à un peu plus d'1,5 million à peu près. Alors il faut voir si les doses arrivent comme prévu. L'organisation vaccinale sur les territoires, s'ils arrivent enfin à s'organiser. Moi, ce que je regrette, c'est que le gouvernement veut tout faire, veut tout gérer, sans s'appuyer sur les personnes qui savent. Santé publique France, c'est un organisme à qui on enlève chaque année du budget. Pour faire des économies, chaque année, on leur enlève du budget. Santé publique France, son rôle premier, c'est de gérer une crise épidémique s'il y en a une. En pleine crise pandémique, je regrette qu'on n'ait pas écouté depuis 3 ans et demi tous mes amendements où je demandais des moyens pour Santé publique France parce qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et la communication. Moi, j'ai trouvé regrettable, quand j'ai entendu Olivier Véran annoncer les vaccins aux plus de 75 ans, qu'il annonce ouverture vaccinale aux plus de 75 ans le 18 janvier. On savait tous pertinemment, en voyant les chiffres, qu'on n'avait pas les doses et que c'était l'ouverture des rendez-vous. Il suffisait de dire aux gens, on ouvre les rendez-vous à partir du 18 janvier, mais
Si vous avez plus de 75 ans, vous n'aurez peut-être pas accès au vaccin avant fin février, début mars. Les gens auraient compris. Sauf que ça n'a pas été fait comme ça. Résultat, les maires de chaque commune se sont retrouvés avec toute la population de plus de 75 ans qui réclamaient leur dû, normal, on leur a annoncé, et une gestion catastrophique de la situation. Voilà, résultat, on a donc déprogrammé des vaccinations, hein, faute de vaccins. Hein. Alors, à qui la faute, par exemple? C'est la faute à l'ARS, selon vous? C'est déjà la faute au laboratoire Pfizer qui a stoppé pendant une période ses livraisons. Donc celle-là, on ne pouvait pas s'en douter. Moi, ce que je regrette, c'est, vous voyez, on est en période pandémique. C'est pas Pfizer qui est responsable de la pagaille non plus. Si. Non, mais enfin, déjà qu'on n'était pas super bien organisé dans notre pays. En plus, vous avez un laboratoire qui stoppe pendant une semaine les livraisons, ça n'aide pas. Quand vous avez en plus des problèmes de livraison. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en période pandémique. Pandémique, ça veut dire une épidémie, c'est dans un seul pays. Pandémique, c'est dans le monde entier. Quand je vois que tous les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire tomber un brevet d'un laboratoire pour dire le vaccin devient un bien commun pour vacciner toute la population mondiale et qu'enfin la crise Covid soit derrière nous, je ne comprends pas. Parce que vous faites tomber le brevet, tous les laboratoires fabriquent le vaccin et on vaccine 60% de la population, c'est ce qu'il faut pour éradiquer la Covid. Et on ne parle plus de confinement et de problèmes de masques ou de lavage de mains. Il fallait vacciner les personnels soignants en priorité. Il fallait, par exemple, soigner les personnes âgées dans les EHPAD, ou il fallait commencer, comme certains le disent, par les jeunes, parce qu'il faut qu'ils reprennent l'école, parce qu'il faut qu'ils retournent à l'université. Alors, il fallait apprendre de ce qu'on a vécu. La seule chose pour laquelle tout le monde était d'accord et tout le monde s'est rendu compte, c'est que le virus était le plus mortel quand il rentrait dans les établissements de personnes âgées, donc dans les EHPAD. Donc effectivement, la stratégie de vacciner où le virus était potentiellement le plus létal, c'était de vacciner dans les EHPAD pour protéger nos aînés. Donc c'était la bonne. C'était la bonne, et je ne vous cacherai pas que j'ai été choquée par beaucoup de paroles d'eugénisme dans notre pays, où je ne pensais pas qu'on en était arrivé là. Si la situation avait été où on voyait que les personnes les plus en danger étaient les enfants dans les écoles, on aurait commencé par les enfants. Sauf que là, on était tous d'accord pour se dire que les personnes les plus en danger, où on a vu où le virus était le plus en danger, c'est quand il rentrait dans les établissements de personnes âgées. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ça crée des tensions entre les anciens et les jeunes, du coup? Non, mais c'est toujours pareil, c'est les problèmes de communication. Moi, ce qui me pose problème, c'est d'expliquer à des personnes qui vivent en résidence senior que vu que ce n'est pas un EHPAD, ils ne peuvent pas en bénéficier. Là, ça me pose problème. Non, c'est tout à fait normal. On n'a pas assez de vaccins pour vacciner toute la population en même temps. Donc, il faut faire des choix. Et je pense que, exceptionnellement, je suis d'accord avec M. Véran, c'est pas souvent, mais là, j'aurais pris la même décision. Dites-moi, et pour la vaccination du personnel soignant, par exemple, est-ce qu'il faut que ce soit obligatoire? Non, alors, on n'oblige personne à se vacciner. Vous allez vous vacciner, par exemple? Oui, moi, vu que j'étais en renfort au CHU de Nancy, que je travaillais en service à risque, on m'a proposé le vaccin et je vais avoir ma deuxième dose là. Il faut laisser les gens décider. Soit ils veulent se vacciner et on leur laisse accéder au vaccin, mais jamais obligé. Il n'y a rien de pire que de forcer les gens à le faire. Mais par contre, prioriser les soignants et de vacciner, j'ai entendu des gens qui ne comprenaient pas pourquoi c'était une priorité, tout simplement parce qu'on manque déjà de soignants dans notre pays. Donc si en plus ils tombent malades, ça ne va pas être très pratique. Alors, cette crise sanitaire va avoir des conséquences économiques très importantes. On le voit déjà. Elles vont faire des dégâts très importants, à la fois dans beaucoup de secteurs d'activité. Je pense aux restaurateurs, je pense au tourisme, aux réservations de vacances qui sont en chute libre. Alors, est-ce qu'il y a, selon vous, des solutions? On peut limiter la casse et de quelle manière, selon vous? Est-ce qu'il fallait, par exemple, laisser les restaurants ouverts? Toujours la même histoire. Si on avait prévu, planifié, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Est-ce que les professionnels ont peur et ont envie que leurs clients tombent malades? Oui, ils ont peur. Non, ils ne veulent pas que leur commerce devienne un cluster, un foyer infectieux, pardon. Et donc, ils avaient tout mis en place.
Moi, vous savez, l'exemple que je prends à chaque fois, hein, c'est on laisse les gens remplir les rayons de supermarché et être tous les uns sur les autres. Par contre, le propriétaire de cinéma qui avait tout mis les protocoles en place, un siège sur deux, qui propose de réouvrir avec des règles sanitaires strictes en prenant soin de ses clients, parce que ses clients, il n'a pas envie qu'ils tombent malades, lui, on lui refuse. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas claires. Et le restaurateur, pareil. Il y a des restaurateurs qui n'avaient pas rouvert, qui avaient dit, moi, je ne peux pas mettre en place un protocole sanitaire, je ne réouvre pas. D'autres avaient réouvert parce qu'ils avaient dit, moi, je peux mettre en place ce protocole sanitaire. Moi, quand j'entends qu'un restaurateur ne pourrait pas mettre en place un protocole sanitaire, alors que c'est l'une des professions avec les circuits froids, enfin la chaîne du froid, qui ont des règles d'hygiène très strictes, qu'on ne me dise pas qui ne pouvaient pas mettre en place des règles d'hygiène et des protocoles d'hygiène. Il y a de plus en plus de restaurateurs, de propriétaires de bars où on apprend des suicides, des situations dramatiques. On aurait pu trouver des solutions, mais d'autant plus si on avait planifié et travaillé avec eux. Parce que c'est eux qui connaissent leur métier et peuvent créer des protocoles. Oui, à Toul, ils étaient à peu près une centaine à manifester pour la réouverture des restaurants. Il faut, dans certains cas, donc rouvrir les restaurants. Il faut aussi rouvrir, par exemple, les salles de sport, les lieux culturels, les cinémas, les théâtres, les musées. J'ai entendu une directrice de musée, et elle m'a touchée, alors je change de jeu de mots avec ce qu'elle a dit, mais où elle a dit, et elle a tellement raison, quand vous rentrez dans un musée, c'est l'art qui vous touche. Vous ne touchez pas l'art. Donc, quel est le danger? Le virus est manuporté. Si vous avez un masque sur vous, comme dans les supermarchés où on vous demande de ne pas être plus de temps par mètre carré, quel est le risque? Quel est le risque de permettre aux gens de s'aérer l'esprit en allant dans un musée? Mais je dis bien, avec des règles protocolaires, sanitaires strictes, mais elles seront mises en place. Tous les Français ont appris ces règles. Vous voyez tout le monde se laver les mains, se mettre de la solution hydroalcoolique, porter le masque. Vous voyez tout le monde faire ces règles d'hygiène. C'est devenu notre quotidien, hélas, à cause de ce virus. Donc tout le monde saurait les mettre en place. Mais là, je pense qu'il faut donner de l'oxygène aux gens parce que les gens étouffent. Oui, vous le sentez, ça, qu'un reconfinement, par exemple, ça passerait pas du tout? S'il faut, les gens le comprendront pour se dire c'est pour ne pas être malade ou ne pas que quelqu'un de ma famille décède ou se retrouve à l'hôpital. Ils le comprendront, mais le moral aura du mal de comprendre. Dites-moi, on va voir une explosion de la pauvreté. Certains départements prévoient déjà 10% d'allocataires du RSA supplémentaires pour cette année. Pour les jeunes, que faut-il faire pour ces jeunes qui n'ont pas droit, par exemple, au RSA? Il faut leur donner quelque chose? Nous, on avait soutenu la proposition du RSA jeune pour les 18-25 ans de manière exceptionnelle dans cette crise pandémique. Les jeunes, c'est souvent, quand ils sont étudiants, dans les 18-25 ans, c'est ce qu'on appelle les petits boulots. Ils vont faire la plonge dans les restos, ils vont être serveurs dans un bar, tout ce qui est fermé actuellement. Et après, on va dire, oui, ils ne travaillent pas, ils ont qu'à... que j'entende pas, ils ont qu'à traverser la rue en ce moment, parce que traverser la rue en ce moment, c'est un peu compliqué et il faut pas le faire après 18 heures. Donc, il faut les aider. On ne peut pas les laisser sans rien. Donc, de manière, crise sanitaire exceptionnelle, moyen exceptionnel, et il faut verser le RSA aux 18-25 ans. Alors, dites-moi, le gouvernement sera sans doute jugé sur la gestion de cette crise en 2022 à l'occasion des présidentielles. Avant, évidemment, ce seront les élections régionales et départementales. Les élections ont déjà été décalées de mars à juin. Il faut les maintenir ? Je pense qu'il faut les maintenir. Après, il y aurait danger que ça ait lieu après les présidentielles. Et là, on commence à donner les pleins pouvoirs à celui ou celle qui gagnera les élections. Et même si j'ai très envie que Nous sommes pour gagne et que Jean-Luc Mélenchon gagne, j'ai pas envie qu'on ait les pleins pouvoirs non plus. Donc les élections au mois de juin, même si ça me plairait, mais c'est important la démocratie. Donc il faut voter au mois de juin. Alors vous êtes trois. Vous, Aurélie Filippetti et Pernelle Richardot, vous avez lancé l'appel inédit, un appel à l'union de la gauche, c'est ça ? Alors, l'union de la gauche, c'est plutôt une liste unique. Moi, j'aime pas le mot union parce que personne n'aime aller à un mariage où on sait que ça va pas fonctionner et que ça va finir par un divorce. C'est chaque
partis ou mouvements politiques de gauche, on a 95% des idées communes et quelques idées où on a un peu de désaccord. Le but du jeu, c'est de se dire, on garde chacun nos convictions, nos idées, notre indépendance, mais on part tous ensemble, unis, pour réussir à gagner et à faire passer la région Grand Est à gauche et faire apporter du soutien moral, du soutien financier, les fameux jours heureux aux habitants du Grand Est qui en ont bien besoin, avec les transports gratuits, avec un plan santé. Donc vous allez réussir, selon vous, à dépasser les rivalités de personnes, les rivalités de partis, pour avoir une liste unique dans le Grand Est. Et oui, avec qui en tête de liste ? Alors ça, c'est pas le sujet, parce que pour le moment, l'appel inédit appelle tous les partis et mouvements politiques de gauche à se mettre justement assis autour d'une table pour parler des grands axes programmatiques qu'on pourrait faire ensemble, et après, on parlera des candidats. Alors dites-moi, on arrive bientôt au terme de cette émission. À l'Assemblée nationale cette semaine, la députée de la France insoumise, Mathilde Panot, a été traitée de poissonnière par un député de La République En Marche. Alors l'élu s'est excusé. Dites-moi, vous, comment vous qualifiez ça ? Est-ce que le fait simple d'avoir présenté ces excuses fait qu'il est pardonné ? Ou alors, toujours dans l'hémicycle, vous l'avez aussi ressenti, ces railleries envers les femmes ? Alors, si vous parlez de son message Twitter, je ne prends pas ça pour des excuses. Non, mais c'est des railleries, c'est tout le temps ça. On a parlé à l'époque de mon bac-2 méprisant. Il n'y a pas de respect. Et si on ne montre pas l'exemple dans l'hémicycle, je ne vois pas où on le montrera. Donc, j'ai apporté évidemment mon plein soutien à Mathilde Panot, mais comme on l'a déjà apporté à d'autres collègues femmes députées, une fois c'était à une collègue de La République En Marche, aucun mépris ne doit avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale. Comment on pourrait après expliquer aux gens dans la rue de ne pas mépriser les femmes ? Caroline Fiat, merci d'avoir été